Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent été. Baron Mag, ça faisait un bout de temps qu'on avait des entrevues à l'arrière de nous autres. On est parti en Barcelone, 10 jours, travailler un petit peu là-bas, bien sûr, travailler sur un gros monde, aller boire, manger, bien sûr, voir ce qui se passe dans la microbrasserie dans ce coin-là, dans le vin, tout ça. Puis on est revenu en santé avec plein de choses qui se passent dans l'industrie. Bien sûr, le Brassicole continue à faire des entrevues. On prépare notre journal qui s'en vient dans pas long. On prépare aussi également qu'on voyait de plus en plus du contenu d'analyse de plus en plus. Puis en plus, vous voyez tranquillement plus de bouffe. C'est normal, c'est combinaison bouffe, tout ça. C'est quelque chose que ça nous intéresse beaucoup. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, c'est une malterie québécoise. Si vous êtes une brasserie ou si vous êtes une distillerie, vous avez besoin de malt d'ici à 100%. Avec tout ce qui se passe ici, contactez inomalt.ca pour avoir plus d'informations là-dessus. Puis bien sûr, comme vous savez, Inomalt vient d'ouvrir aux États-Unis. Ouais. Les États-Unis aussi, eux autres, on est avec eux autres dans le côté du USA. On travaille là-dessus. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à Leonardo à Baron Mag, puis abonnez-vous à Baron Pro. C'est la façon de nous appuyer. Comme je dis, ça fait longtemps que je vous parle avec eux autres, comme souvent avec du monde que je dis ça. La brasserie Wiltsey, c'est une brasserie que, écoute, un des rares qui fait encore de la bouteille. Un des rares que je ne suis pas allé visiter encore, malgré qu'il était peut-être à 1 heure de Laval de chez nous, à peu près dans ce coin-là. Mais tout le monde avec qui j'ai parlé d'eux autres, ils aiment le côté, tu sais, le côté traditionnel, le côté de la bouteille, le côté, bien sûr, tu sais, tu peux aller là-bas, il y a en plus du sirop d'érable qui en font eux autres, sirop vieilli, que j'ai déjà eu la chance d'avoir ça. Puis bien sûr, le côté vraiment, le côté eux autres, la stratégie eux autres, vraiment être là. Si vous voulez de la bière, allez les voir. Si vous voulez manger, allez les voir. Allez voir des événements, allez voir des affaires comme ça. Puis eux autres veulent vraiment que tu ailles chez eux, les rencontrer. Puis écoute, la visite des brasseurs qui se fait chaque samedi à 1 heure à peu près. Le monde vont là-bas, ils checkent ce qui se passe, ils goûtent à la bière, puis plein de choses comme ça. So, nous autres, on voulait vraiment parler avec eux autres, voler un petit peu de cette stratégie-là qui existe, que comme de plus en plus du monde revient à ce modèle-là, le modèle de aller nous visiter plutôt que de distribuer partout. Puis bien sûr, c'est pas tout le monde qui fait de l'argent quand il distribue partout. Puis je pense que c'est une façon de stratégie qui s'en vient de plus en plus. J'en connais quelques-uns qui reculent, qui s'en vont vers une stratégie d'aller visiter. Aujourd'hui, on parle avec José, puis avec Frédéric. Je vais nous discuter un petit peu d'où vient l'idée de cette brasserie-là. Puis bien sûr, la stratégie en arrière de ça. Puis en premier lieu, bien sûr, on va parler d'où vient l'idée, comment ils ont commencé ça. So, José et Frédéric, comment ça va? Ça va super bien, Ah merci. bien, merci. Excellent. Vous, pas chez vous, il n'y a pas de température qui change, rien weird comme ça? C'est la chaleur à fond Ouais. C'est parce ici que on est présentement. Oui, supposé d'avoir des gros orages et des affaires comme ça. pas encore, pas encore. Excellent. Écoutez, comme je disais au début de l'introduction, vous êtes une des brasseries, rares brasseries qui continuent à faire de la bouteille. À part les autres qui font de la bouteille, ils font de la bouteille uniquement pour des affaires exceptionnelles, comme des bières en fût, des affaires comme ça. Puis vous autres, un des rares aussi, que votre stratégie à vous autres, c'est vraiment qu'on vient vous voir. Ouais. Allez voir, allez nous visiter, c'est important. Bien sûr, vous avez quelques bières un peu partout, mais vous autres, votre core de la business, c'est ça. Avant de parler de toute la stratégie, tout ça, je veux savoir, parlez-nous un petit peu de d'où vient l'idée de la brasserie, comment ça a été la mise en place. C'est vraiment, donnez-moi votre super hero tradition, comment on fait ça pour comprendre un petit peu votre brasserie, puis bien sûr la vision derrière ça. Fred, tu veux-tu commencer? Ah, OK, pas de problème. Écoute, nous autres, l'histoire de la brasserie, c'est qu'au départ, en fait, on voulait faire une distillerie, hein. OK. C'était l'objectif premier, c'était ça. Puis nous, on est sur une terre agricole. Alors, on a fait nos devoirs. On a été se promener un peu partout pour voir comment fonctionnait la distillation. On a aimé le concept et tout ça, mais on s'est rendu compte en faisant nos devoirs que les lois étaient très peu favorables pour les terres agricoles. Nous, on cherchait à travailler à petit volume. Donc, avec le grain, il n'y avait pas encore de possibilité de faire de dans le fond, d'avoir un permis artisanal, ce qui nous obligeait à vendre à la SAQ. Puis nous, dans ces circonstances-là, avec le volume qu'on avait, c'était impossible que ce soit viable. Alors, on s'est retourné vers la brasserie à la place.
en se disant qu'on pourrait utiliser nos érables, parce que nous, ici, on a la possibilité de faire une petite exploitation acéricole. Mhm. Puis, on a intégré le filtrat d'érable, dans le fond, qui est dans le processus de l'osmose inversée. Dans le fond, quand on concentre le sucre, on enlève de l'eau, hein? On enlève de l'eau et c'est avec cette eau-là qu'on fait une bonne partie de nos bières. Puis aussi, avec le sirop d'érable, qu'on vient faire de la refermentation. Parce que tu l'as dit, nous, on travaille en bouteille et 100% de nos produits, que ce soit en bouteille ou que ce soit même dans nos fûts servis à la brasserie, c'est 100% refermenté. Donc, on travaille essentiellement avec nos produits ici, qui est l'eau d'érable, le sirop d'érable. Évidemment qu'on utilise aussi d'autres choses. Mais tout ça, c'était dans le but, si je veux terminer là-dessus, de donner de la vie à notre ferme. Parce qu'on a un beau grand domaine et tout ça, c'est super beau, mais on avait envie de le partager, puis de faire des choses qui étaient différentes. Puis c'était l'option qu'on avait. On a travaillé là-dessus pas mal de temps avant d'ouvrir officiellement, disons. Josée, as-tu quelque chose à rajouter, par exemple? Oui, bien en fait, pour continuer sur l'histoire, ce que je dirais, c'est que cette ferme-là, c'était une ferme de chevaux. Alors moi, je faisais un élevage équestre avant d'être avec Frédéric. Quand on a décidé ensemble qu'on allait conserver la ferme, ben, l'idée, c'était que les gens viennent ici, justement, qu'ils viennent voir cette place-là, qu'ils en profitent. Alors, on a tout travesti les bâtiments. On a vraiment parti de zéro. On a appris la bière, ce que c'était de zéro. On a reparti l'érablière. On a vraiment tout mélangé, les ingrédients ensemble, pour essayer de vivre sur la ferme, nous, le plus possible, puis de rendre ça vraiment accessible et agréable pour les gens qui allaient venir nous visiter. Est-ce que la ferme équestre existe encore ou non? C'est fini? Oui, moi, j'enseigne encore l'équitation. Fait que quand les gens viennent, ils peuvent visiter une portion de la forêt pour la sériculture. Ils viennent voir les chevaux. Il y en a qui viennent encore monter à cheval. Puis, on reçoit les gens au pub pour qu'ils puissent déguster la bière que nous, on fait le restant de l'année. Mais le pub est seulement ouvert du printemps à l'automne, par exemple. OK, OK, OK. Puis c'est quoi la vision de votre brasserie? Puis c'est pourquoi le nom? C'est ça la question. Beaucoup de fois, je te demandais pourquoi vous avez ce nom-là. Et c'est quoi le core de votre philosophie, votre vision? C'est d'avoir mis ça en place. C'est tout ça. Puis après ça, donne-moi le nom, s'il te plaît. Ben, c'est quoi? Je commencerai par le nom. Parce que Parfait. Frédéric puis moi, on est une famille reconstituée. Quand les Mhm. choses devenaient trop compliquées, on disait toujours we'll see. Comme, on va OK. remettre ça en main, là, on verra. OK, Puis le OK. on verra a pris beaucoup de place dans notre vie. Puis c'est beaucoup la philosophie de l'entreprise. Ça marche pas, parfait, on va s'arranger avec ça. On verra ce qu'on va faire. Puis on trouve toujours une façon de faire les choses. Fait on verra, c'était un peu plate, mais on a des bières qui s'appellent On verra. On fait des recettes quand on n'est pas trop sûr, on les présente aux gens sur ce nom-là. Ils Ouais. peuvent en discuter, ils nous donnent leur opinion. Souvent, on a une On verra par année là, qu'on teste. Puis après ça, on canne la bière, on fait la recette officielle ou on ajuste si on a besoin, puis on la sort. Mhm. Donc, l'idée d'être sur place, de faire au fur et à mesure, comment les choses viennent, prendre ce qui vient le plus possible, essayer d'être à la retraite à travers ça, avoir un rythme de vie différent, c'est pas mal ce qu'on fait avec Olici, je dirais. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? C'est pas mal ça, parce que, tu sais, souvent, tu sais, on nous dit, ouais, mais tu sais, vous êtes ouvert seulement que l'été, puis seulement que les fins de semaine. Effectivement, tu sais, on est ouvert les vendredis soirs, samedi, dimanche après-midi. Nous, on le fait dans l'optique qu'on est dans le partage. Tu sais, on s'occupe de la ferme le reste de la semaine. On a les chevaux, on a, tu sais, l'entretien des bâtiments, on a un paquet de trucs à faire. Et lorsqu'on ouvre, ce qu'on a envie, nous, c'est d'être là et de partager avec les gens. Donc, on concentre nos heures d'ouverture pour qu'on puisse avoir le temps et l'énergie pour accueillir les gens puis discuter de la bière. Nous, on aime beaucoup tout ce volet éducatif, entre guillemets. Moi, j'aime beaucoup faire les présentations là, de la brasserie puis de parler de la bière, que ce soit des gens qui débutent dans leur compréhension brassicole ou les gens qui sont hyper avancés. Moi, j'aime ça jouer sur toutes les facettes de l'éducation. Puis, ça nous rejoint, nous, de faire tout ça en se disant que on aime ça quand c'est petit, on aime ça quand c'est convivial, quand c'est familial. On distribue pas beaucoup, on reste dans notre région, on veut valoriser notre région, notre terroir. C'est ça qu'on a envie de faire. On n'a pas envie, nous, d'avoir nos bières partout à travers le Québec. Ça n'a jamais été question. Ça a toujours été, ben nous, on est dans les Basses-Laurentides, on a plein de belles choses dans le coin. On va essayer de valoriser notre région à travers nos bières, à travers nos sirops d'érable.
Puis jusqu'à maintenant, la réponse est bonne. On aime bien ce qu'on fait. Puis c'est à la grandeur de ce qu'on souhaitait à ce temps-ci. Ça fait déjà 7 ans qu'on est ouvert. Puis, écoute, on est rendu là où on pensait qu'on allait être. J'ai jamais eu la tentation de grossir parce que l'affaire, c'est comme vous êtes arrivé il y a 7 ans de ça, dans le moment où la brasserie a explosé. Tu sais, tout le monde achète de la bière partout. Puis c'est sûr qu'il y a eu une Ouais. tentation de grossir, de voir les affaires, le monde dit hey, pourquoi vous êtes plus à Montréal, tout ça. Comment ça vous avez fait pour que la tentation de grossir reste petit encore, puis reste dans cette vision-là? Parce que la tentation est là. J'ai parlé avec beaucoup de monde qui ont regretté cette tentation-là. C'est pour ça, comment vous avez fait, vous autres, pour discuter de ça, puis mettre la mise en place de ça? Ben, la première chose qui nous a aidés, c'est le COVID. Nous, on a ouvert l'année d'après, le COVID arrivait. Alors, on était un besoin essentiel. Les gens étaient obligés de rester dans leur coin de région et ne pouvaient pas aller ailleurs. Pour vrai, c'était parfait pour rencontrer les gens puis se faire connaître dans notre coin. Après ça, Frédéric et moi, on a vraiment envie, on a travaillé beaucoup dans notre vie, là. On travaille 7 jours, c'est pas compliqué pour nous autres, Mhm. mais plus que ça nous tente plus. OK. Donc, de dire, on travaille tout le temps, mais à un rythme, souvent on dit à dimension humaine, Ouais. ce que nous autres, on est capable de faire, ça a toujours été à la base du projet. Fait que de grossir, d'être vendu partout, puis d'avoir à aller travailler ailleurs. Moi, je travaille dans ma cuisine aujourd'hui, là. Fred est dans le bureau. Ce matin, j'étais dans les champs. On était à l'écurie. Ça, c'est très cool. Fait que ce qu'on a comme vie, ça passe en premier avant de l'entreprise, je dirais, Fred. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, en fait, nous autres, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qu'on a, c'est un mode de vie et Ouais. non pas nécessairement une entreprise. La Mhm. brasserie, ça s'inscrit dans une multitude de choses que l'on fait. Et on veut pas que la brasserie prenne l'entièreté de la place parce qu'on aime faire autre chose. Tu sais, on aime nos chevaux, on aime la sériculture, puis on aime aussi prendre du temps pour nous. Hein. On aime beaucoup voyager, on va beaucoup s'inspirer de ce qui se fait partout à travers le monde. Et s'il fallait qu'on soit ouvert à l'année, puis qu'on devait avoir absolument des productions pour soutenir et tout ça, mais on serait obligé de sacrifier des choses que l'on aime. Alors, nous, dès le départ, on s'est dit, c'est comme ça qu'on va le faire. Euh, Comme je disais, ça s'inscrit dans plein de choses et c'est juste correct comme ça pour nous. C'est bon, comme je disais au début du podcast, j'ai beaucoup de monde qui commence à penser, à repenser à leur style de vie, aussi à côté microbrasserie, tout ça. Puis le fait de revenir c'est quoi d'une microbrasserie? C'est prendre soin de son coin avant de grossir Mhm. partout. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui peut grossir partout. Il y a du monde qui peut grossir moyennement, puis vous autres, vous avez choisi ça. Euh, il y a combien de bouteilles par année, combien d'hectolitres par année vous faites à peu près? Puis combien de bouteilles? Écoute, probablement qu'on est la plus petite microbrasserie du Québec parce qu'on fait environ 125 hectolitres par année. Quand même, c'est bon. Ah, La bouteille, c'est excellent, ça. tu sais, 125 hectolitres, là, pour donner une idée de grandeur, là, c'est à peu près 25. On fait entre 25 et 30 000 bouteilles par année, grosso modo. En fait, de bière, parce que sont pas toutes en bouteille, évidemment. Ce qu'on sert au bar, on le calcule là-dedans. Mhm. Mais nous, en plus, on brasse majoritairement au printemps. Tu sais, comme là, on est en juillet. Là. Moi, mes brasses sont finies jusqu'à l'année prochaine. Je ne rebrasserai pas. Décembre, on a quelques Ben, c'est vrai quand on dit l'année prochaine, c'est que décembre, on va commencer à faire nos bières, on va faire nos lagers parce que, tu sais, on profite de la température, nos bâtiments ne sont pas aussi chauffés, donc c'est plus facile. On les laisse vraiment longtemps dans le fermenteur. Tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est prendre le temps. Tu sais, on dit souvent, on ne peut pas aller plus vite que le temps que ça prend pour le faire. Si ça prend 3 semaines de plus dans le fermenteur, en fermentation, en refermentation, ben, on va le prendre. Tu sais. On ne sortira pas un produit parce qu'il faut le sortir. On va le sortir quand on va être satisfait. Quand je vais y avoir goûté, puis que José va avoir donné son point de vue également, là, on va dire, OK, parfait, elle est prête, on peut la mettre sur le marché. Mais ça ira pas plus vite que ça. C'est comme ça que ça se fonctionne. C'est un gros avantage parce que vu qu'on n'est pas attendu sur les tablettes, on n'a pas le stress de dire OK, il faut la sortir, il faut trouver une solution. Nous autres, elle est prête quand elle est prête. Puis si elle n'est pas prête, dépanneur au point adore avoir toutes nos bières. S'il nous appelle, puis elle n'est pas prête, mais elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. C'est ça. Ça fait qu'elle est attendue, ça a un petit côté. Ouais, c'est premium, c'est bon, ça. Puis Tant mieux. comment vous avez fait pour choisir les points de distribution? Parce que ça, on va sur votre site, vous avez peut-être une dizaine de points de distribution. À peu En près. avoir Ouais. d'autres.
Comment vous avez choisi ça? Parce que, tu sais, vous avez comme dit, pas beaucoup de bouteilles, vous vendez un peu partout, le monde attend tout ça. Comment vous avez choisi ce monde-là? Puis comment on fait pour que le monde comprenne votre philosophie en arrière de ça? Comme attendez la bière, puis attendez ce qui se passe. Comment vous parlez avec le monde qui achète vos bières pour les revendre? Ouais, je pense qu'on est pas mal chanceux parce qu'on a eu beaucoup de bouche à oreille. Je te disais qu'on a commencé pendant le COVID, là. Les gens venaient nous rencontrer, les gens se parlent. Euh, Habituellement, on a un point de vente par ville. On essaie de pas en Mmh. avoir plus que ça. C'est les gens qui viennent nous demander. On en a approché quelques-uns là, dans les débuts, mais Mhm. on se fait un point d'honneur à ce que les gens qui vont vendre nos bouteilles de bière puisse expliquer aux clients ce que c'est, qui est Willsy, puis qu'est-ce qu'il y a dans les bières. Donc, les gens qui ne sont pas capables ou qui ne sont pas intéressés, ben, on travaille avec d'autres mondes. Fait qu'il y a des années qu'on a certains points de vente, d'autres années qu'on en a d'autres. Ce n'est pas toujours les mêmes. C'est ça. C'est correct. On essaie de miser beaucoup pour avoir notre vente ici, chez nous. Donc, on a des événements durant l'année, on attire de d'autres façons. Puis à date, ça fonctionne. On est chanceux. Puis le C'est ça. côté, le sirop puis la bière, c'est quoi le pourcentage de vente en arrière de ça? Qu'est-ce qui est plus fort en arrière de ça? Je te dirais qu'évidemment c'est difficile de te donner le pourcentage exact, mais on est probablement pas loin de moitié-moitié Hein? de ce qu'on vend en sirop d'érable versus bière. Parce que nous, on aime bien valoriser aussi le sirop d'érable. On trouve que le terroir a son mot à dire dans le sirop d'érable, mais le vieillissement aussi avec les barriques qui ont contenu un alcool avant, comme du whisky, du calvados, du cognac, tu peux nommer à peu près tous les alcools, on les a quasiment tous essayés. On trouve que ça vient donner une dimension supplémentaire au sirop d'érable. On les vend beaucoup dans les marchés de Noël, entre autres. Ça doit, ça Et, doit. et après ça, ben, ce baril-là, on met de la bière dedans. Donc, on le revalorise une autre fois en y mettant des stouts impériales. On a fait des saisons, on a fait une coupe de bières comme ça. Là. On a des bières qu'on a travaillées suite à nos expériences en Belgique, entre autres, là, on veut aller vers des styles de bière euh, qui Différent. sont, qui sont différentes. Euh, on a une gamme classique qu'on fait régulièrement, mais on a aussi une autre gamme qu'on est en train de développer, qu'on appelle la gamme intangible, OK. dans le sens que, tu sais, on met ça dans les barils, on fait de la bière, on leur donne des paramètres, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On joue avec le vivant. Ça nous donne des bières qui sont des fois exceptionnelles, des fois un peu moins bien, mais tu sais, c'est pas grave. Parce que ce qu'on vise au global, c'est la recherche de saveur. C'est ça qu'on aime vraiment. Puis l'utilisation du baril, suite à ce qu'on l'a utilisé avec le sirop d'érable, bien, ça nous aide à aller chercher des choses que d'autres ne font pas nécessairement. Tu sais. J'en vois de plus en plus cette nouveauté. Il y a comme 3 brasseaux au Québec qui font ça. Je sais que là, il y a un gars qui est brasseur, maître brasseur à Québec qui fait ça. Il y a sa compagnie qui fait des bières. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Je sais que Robin fait ça un petit peu aussi. Il travaille le saveur là, comme ça. Euh, Côté bière classique, pour nous, ça, vous avez bien sûr, je suis allé un peu là-dessus, les flegmatiques, dans de trèfle, bec de cheval, Boris, beaucoup bien sûr, des IPA, des roses, tout ça. Pour nous parler un petit peu de vos bières, puis comment se différencier en dehors avec les autres, puis comment on travaille chaque bière, parce que comme dit, vous travaillez vous prenez votre temps avec chacune. Mhm. Ça se voit que vous travaillez avec est-ce que c'est des produits frais de chez vous, ou c'est des produits d'ailleurs? Comment vous travaillez vos bières? Euh, je te dirais qu'au niveau de nos bières, on essaie dans la gamme classique d'être un peu large, dans le sens que nous, on n'est pas des spécialistes de la IPA. Tu sais, souvent, on rentre, bon, c'est quoi tes IPA? T'as-tu de la NEIPA? T'as-tu ci, t'as-tu ça? On, on en a une, on en a deux, des fois, on en a trois. Il ne faut pas oublier qu'on brasse une seule fois par année, C'est un chacune des fou quand bières. même. C'est vraiment fou, ce temps-là. Ouais. Ce qui fait que si je fais une bière qui ne se conserve pas au-delà d'un certain temps, ça ne peut pas rentrer dans notre philosophie parce que je vais la brasser seulement que l'année prochaine. OK. Alors, je ne peux pas faire une bière qui va oxyder facilement ou qui va perdre ses saveurs très rapidement parce que ça vient à l'encontre de ce qu'on fait.
Alors, on travaille des bières qui sont plus, mettons, dans la IPA de la West Coast, là, tu sais, où on a vraiment une présence d'amertume, une amertume qui est permanente, parce que l'année prochaine, elle va être encore bonne. Tu sais, le fait qu'on refermente, on trouve que nos bières ont une durée de vie qui sont beaucoup plus longues. Ensuite de ça, on n'essaie pas nécessairement de toujours copier des styles. On s'inspire d'un style. Tu sais, par exemple, tu parlais de la Dame de Trèfle tantôt. Ça, c'est une inspiration qu'on a eue quand on était en Irlande. Donc, on s'est inspiré de ces bières-là, mais j'ai pas essayé de recopier une bière irlandaise, mais c'est venu de ça. José, sa bière, elle s'est l'échevelée. OK. C'est pendant un voyage qu'on a découvert une bière. Écoute, on Stop. était en Islande et on buvait une bière qui venait de la Suède, qui était faite avec du sirop d'érable. On trouvait ça vraiment particulier que la Suède utilise le sirop d'érable. Et on s'est dit, bon, ben, regarde, ça, c'est quelque chose que José aimait beaucoup. Et on a travaillé autour de ça. Tu vois, depuis le début, on a peut-être 20, 22 sortes de bières de créer en 7 ans. On ne multiplie pas le nombre de bières. Tu sais, on ne fait pas un chapitre de chapitres multiples sur une bière. On essaye de toujours être près de la recette originale, mais on se donne le droit aussi d'être artisan, puis de ne pas toujours être collé sur le même goût tout le temps, tout le temps. Puis je rajouterais qu'avec la gamme classique, ce qu'on a voulu aussi, c'est de continuer à aider la portion éducation qu'on aime. Quand les gens viennent au bar, ce qu'on a vraiment du fun, quand les gens nous disent, moi, ce que j'aime pas la bière, c'est d'en trouver une qu'ils vont aimer pareil. Mhm. Les bières lactiques sont pas trop lactiques, sont pas trop surettes. On va chercher des porters qui sont vraiment café, chocolaté, il y a un petit peu moins doublon, on aime ça. Fait qu'on leur dit qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, puis là, ben, on leur fait essayer plein d'affaires. Je dirais que c'est rare que les gens apprécient pas au moins une certaine portion des bières. Fait qu'ils font OK, je m'attendais pas à ça. C'est pas le genre de choses qu'on prend le temps de m'expliquer d'habitude. Alors, les gens découvrent des styles. Fait que c'est important de dire, mettons qu'en ce moment, on a 8-9 bières qui sont disponibles en keg. Ben, j'en ai une blonde, j'en ai une plus épicée, j'en ai un peu plus houblonnée. J'ai un autre style, j'ai une lager, j'ai une ale pour que les gens puissent voir un peu la différence de ce que c'est la fermentation. Puis on leur explique ces affaires-là aussi. Fait que pour nous, les classiques, c'est quelque chose d'assez large. Et comme Frédéric disait, un petit peu de tous les styles sans que ce soit exactement ce qu'ils vont trouver ailleurs. Mais Ça. écoute, les février, man, j'adore ça, Stade impérial avec la vanille, café, coco, Coconut, chocolat, c'est c'est fou. malade. Puis Oui. j'ai une autre aussi que je viens de voir, c'est que la pourvoyeur, Porto Café Chocolat avec 5,2, ça doit être quand même quelque chose d'intéressant, ça. Et puis là, on la sert à l'azote, évidemment. Fait que, tu sais, les C'est gens la regardent monter. Tu as l'expérience visuelle ce que tu ne peux pas avoir quand tu vas l'acheter ailleurs nécessairement. Quand les gens viennent ici, on prend le temps de leur montrer ces petits points-là. Puis ça, c'est vraiment très bon. On se fait du fun à faire ça. Puis, tu sais, à travers ça aussi, on essaie d'intégrer les gens de notre milieu. Tu sais, on a des bières, par exemple, comme l'enraciné. On utilise le gingembre qui pousse dans ses champs. On a OK? fait une bière, une petite surette citron-gingembre qui est très populaire chez nous. Après ça, on a fait une bière fumée avec la boucanerie de Belle-Rivière. On fait fumer notre grain dans son fumoir. Ça fait 40 ans que ça existe, ce fumoir-là. Et on fait une bière qui s'appelle la Boucaneux pour Mhm. la boucanerie de Belle-Rivière. Ensuite de ça, on essaie d'intégrer les villages du coin. On a fait une bière pour notre village de Saint-Placide. On a fait une bière pour Saint-André, une pour Oka, une pour Saint-Benoît, qui sont les 4 villages limitrophes. Alors, tout le monde se reconnaît là-dedans. Quand on a des festivités, comme la Saint-Jean-Baptiste, par exemple, mais les gens, ils boivent leur bière. C'est la bière de leur village. C'est Ils comme veulent ça qu'on l'intègre. intègre les gens avec nous. C'est quand même intéressant. Est-ce que, quand tu vois tu sais, c'est sûr, le monde du coin sont intéressés à ta votre bière, mais les visiteurs qui viennent de loin, tu sais, pas loin quand même, à Laval, c'est à côté, c'est pas si loin que ça. Et quand du monde qui découvre vos bières, le monde qui font le détour d'aller vous voir, comment c'est la réception de ce travail-là? Parce que je m'attendais que vous travailliez avec des produits locaux, avec du monde locaux, mais c'est quoi un petit peu quand le monde vient vous goûter vos bières la première fois, c'est quoi le résultat à l'arrêt de ça? Une des choses qui est cool, entre autres, Frédéric parlait de l'enraciné. Nous, le vendredi soir, il y a l'enraciné, la dame qui est de l'enraciné, la propriétaire, elle est sur place. OK? Frédéric, c'est le flegmatique. La bière, les voisins, on a une black IPA, ce qui n'est pas super commun. Bien, les deux voisins, là, il y en a un qui aime la black, l'autre qui aime l'IPA, ils sont sur place, puis c'est eux qui vous servent le samedi. Fait qu'il y a OK? toujours de ces personnages-là qui sont sur place, puis tu les reconnais quand tu regardes les bouteilles, là. Fait que ça crée quand même une ambiance. On est vraiment une petite famille qu'on essaie de faire grossir. On a fait des personnages à la base, puis tranquillement, il y a des ambassadeurs qui sont
greffés à tout ça. Donc, des gens qui connaissent nos bières, qui sont capables d'expliquer aux nouveaux clients qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Ce qui fait que tout le monde se parle quand ils débarquent sur le site. Quelle sorte de brasseur que t'es, Frédéric? Puis bien sûr, José, t'es en arrière avec en train d'aider tout ça. Mais t'es plus quelqu'un de gutsy, t'es plus quelqu'un de très technique. Quelle sorte de brasseur que t'es? Écoute, moi, j'avais jamais brassé avant d'ouvrir la brasserie. Alors, il a fallu que je fasse mes classes, entre guillemets. Oui, j'avais fait du whisky, je savais comment faire un mou, ça va, mais tu sais, il y a beaucoup d'ingrédients qui m'étaient plutôt inconnus. Tu sais, quand on oublie, quand on pense au houblon, quand on pense aux levures et tout ça, j'avais beaucoup d'apprentissage à faire. Au début, j'ai énormément lu. J'ai travaillé très fort pour essayer de tout comprendre, tout ça. À un moment donné, j'ai plafonné dans mes compréhensions. Je suis retourné même à l'université. Je suis allé à l'Université de La Rochelle pendant 1 mois avec 25 autres brasseurs francophones. C'était tous des Français, en fait. J'étais le seul Québécois. Puis, on a été refaire de la chimie, puis de la biochimie, de la microbiologie, de la physique. On a vraiment travaillé le côté scientifique. Moi, à la base, je suis un mathématicien. Alors, c'est sûr que j'ai un besoin de compréhension qui est peut-être plus théorique, mais avec le temps, je développe tranquillement un petit côté plus intuitif. OK. Donc, là, je travaille plus du côté de la levure. Moi, je trouve que la levure a un impact tellement beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant que l'ajout de houblon à l'infini. Ben, tout le monde dit que la levure, c'est le backbone de la bière tout le temps, ça. C'est fou qu'est-ce qu'on peut faire avec la levure et on découvre des saveurs. Puis en plus de ça, quand tu vas travailler avec le bois, ce qu'on fait depuis quelques années, bien, il se développe des goûts que tu ne peux pas faire autrement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va aller chercher de l'expérience qui se fait ailleurs. On a été faire 2 fois des stages chez Cantillon, nous autres, en Belgique. OK. Alors, on a passé du temps là-bas, tu sais, avec Jean, qui a été tellement généreux avec nous. Florian, la même chose. Les gars qui travaillent là-bas, il y avait une grande ouverture d'esprit par rapport à ce que nous, on fait. Puis, c'est vraiment intéressant comment ils nous ont fait avancer sur, justement, on contrôle pas tout. C'est ça qu'on aime actuellement. De dire que Avec le bois, qu'est-ce que tu veux dire, pas travailler avec le bois? et quand tu travailles avec le chêne, un baril de chêne, là, il y a une histoire en arrière. OK? Lui, en vieillissant, bien, il va te donner des saveurs. Chaque baril va te donner des goûts différents. Il va se développer, par exemple, un petit goût de brette, la Brettanomyces va se développer dans le baril. Nous, on en a, mettons, dans l'avant-propos, qui est une de nos bières, de la Brettanomyces, mais ce n'est pas nous qui l'avons ajouté. C'est le temps qui l'a ajouté. Hein? Ouais, il se développe par lui-même, mais il faut être patient. Cette bière-là a resté 2 ans dans les barils. Tu sais? Puis c'est Jean, en fait, chez Cantillon, qui nous a amenés à faire ce genre de truc. Puis on a fait des dégustations avec lui. Écoute, des fois, en avoir le palais complètement saturé, mais il nous disait, puis je vais toujours me souvenir d'un baril en particulier. Il m'a dit, Fred, dis-moi qu'est-ce que tu goûtes dans ce baril-là. Puis j'y avais décrit ce que moi, je goûtais. Puis il m'avait dit, tu as raison, c'est pas tout à fait ce que moi je goûte, mais retiens bien qu'est-ce que toi tu as goûté. Parce que ce baril-là, ce qu'ils viennent de te dire, que c'était la dernière fois que tu pouvais le remplir. Parce que le goût qui est là, ça veut juste dire que c'était la fin. Je garde ça en mémoire. Puis à chaque fois que je vais goûter ou sentir une bière, dans le petit filet qu'on a pour l'instant, bien, j'essaie toujours de me souvenir, est-ce que j'ai ce goût et ces odeurs-là que j'aime me parler? Ça, c'est énorme pour nous. C'est énorme. Puis José, toi, bien sûr, comme tu disais au début du podcast, les bières, Frédéric fait des bières, mais toi, tu goûtes, toi aussi, tu donnes ton avis, tout ça. Qu'est-ce que tu cherches dans la bière quand c'est pour toi que ça commence à perfectionner, que ça parle au monde? Bien sûr que tu veux offrir au monde à l'arrêt de ça, tu sais. En arrière du bar, ce qu'on cherche, c'est ce qui va plaire aux gens, mais malheureusement, j'ai brassé avec Frédéric au début, là, je lui laisse de la place, il s'amuse plus que moi, je pense. Je fais le sirop d'érable pendant qu'il fait la bière, on ne peut pas être partout. Ouais. Moi, malheureusement, ce que je cherche, c'est les défauts. Fait que ça, c'est là où notre équipe n'est pas toujours agréable. Moi, je rentre dans mon pied, je cherche les défauts de bière. Frédéric, il disait qu'elle est vraiment bonne en plus. Hein, il est très technique. Puis avec le temps, on s'en va vraiment
plus sur l'intuitif, comme tu le disais bien, Fred, mais c'est de trouver c'est quoi ces petites saveurs-là, qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça nous rappelle. Fait qu'on on a eu la chance merveilleuse de rencontrer des gens qui nous ont fait faire des dégustations de fou, là, comme il disait, à ce que t'arrêtes parce que tes papilles ne goûtent plus rien. Mais ça, moi, c'est ce que je fais. Quand Fred dit Joe, viens goûter, je pense que c'est prêt. S'il me regarde et qu'il n'aime pas mes yeux, il fait ah, mais merde. C'est comme il y a quelque chose. Là, je savais. Fait que ça, on se challenge toutes les deux pour voir qu'est-ce que ça goûte. On est vraiment. La fermentation, est-tu vraiment terminée? Moi, je trouve malheureusement que des fois, on sert nos bières et qu'ils pourraient être fermentées encore un peu plus. OK. Que les saveurs continueraient à se développer. Puis à la place, on les arrête, on les encarne, on les sert. Alors, on essaie de ne pas aller là puis de faire une petite différence à ce niveau-là, de travailler vraiment nos levures pour qu'ils aillent exprimer tout ce qu'il y avait à exprimer. Puis comment on fait le check-up quand on dit si c'est ça la bière sort? C'est quand on dit OK, là, c'est Quand on est assez, satisfait. on peut aller. C'est juste quand on est satisfait. On goûte, on invite des amis à souper, puis s'il y a quelqu'un qui lève le nez, on dit non, pas tout de suite. Il y a des bières qu'on va attendre, il y a des bières qu'on va retourner travailler. On en a une l'année passée, pas l'année passée, il me semble que ça fait quand même un petit bout, là, mais qu'on a remis du houblon, réessayé, rediluer. Ça a été long, là. Ouais. On n'a jamais fini par être satisfait non plus totalement de cette bière-là. On a refait la bière après, l'année suivante. En fait, 2 ans plus tard, on a refait cette bière-là. Elle était bonne. Elle était bonne. Puis bien sûr, le public, bien sûr, vous avez vendu tous vos bières, ça veut dire que vous avez un beau succès de ça. Le monde est content de savoir ça. Vos bières, tout le kit. Puis avec le sirop, c'est pareil? Ou le sirop, est-ce que le monde, c'est plus facile ou c'est aussi, il y a du travail avec ça? Moi, je ne connais pas assez le sirop. Je vais des fois des événements de sirop, mais pour moi, c'est tout le temps que c'est facile, mais je sais que c'est pas facile, le sirop. Moins vieilli non plus. Hein. Tu sais, les gens aiment ou n'aiment pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est bon si lui, il ne trouve pas ça bon. Les goûts, c'est propre à chacun. Moi, tant que tu ne me dis pas qu'il y a un mauvais goût dans quelque chose, ben, c'est juste pas dans tes goûts. Les bières blanches, moi, j'aime pas les bières blanches. Je suis capable de dire que dans cette blanche-là, elle est bonne, mais je vais pas m'en servir un verre, j'aime ou pas ça. Puis il y en a que la noire, que moi, j'adore, la stout impériale, tu disais coconut tantôt, puis tout. J'aime ça, c'est bon. Si quelqu'un me dit qu'elle n'est pas bonne, ben dis-moi pourquoi. OK. Si tu as des off-taste dedans, je vais te croire, je vais chercher, je vais dire OK, oui, tu as raison. Mais si c'est juste des goûts que toi, tu n'aimes pas, ben c'est personnel à chacun. Dans le sirop, quand c'est des sirops vieillis, c'est des sirops infusés. Moi, je fais un sirop houblonné, donc tu as l'amertume dans le sirop que je trouvais écœurant. Fred, il aime moyen. Il ne faut pas que j'y en mette sur ses crêpes le matin. En fait, lui, il n'en mettra pas, c'est sûr. Les goûts sont très différents d'un à l'autre. OK, parce que personnellement, j'aime pas le sirop. Excuse-moi, j'aime pas la bière rousse. Ça marche pas. J'en ai goûté, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la vie, c'est la vie. Moi, j'aime beaucoup le côté événementiel que vous avez. Vous avez des événements, vous avez des rencontres en de ça. Bien sûr, on pourrait parler longtemps de la bière, mais le fait aussi, le côté humain que vous avez, c'est les pichettes annuelles que vous faites. J'ai vu des photos, c'est vraiment intéressant, l'Oktoberfest, tout ça. Comment ça fonctionne, vos événements? Puis c'est quoi l'importance d'avoir le monde? C'est comme chez vous, tu dis les fins de semaine viennent chez vous, tout ça. Mais comment on fait, comment on travaille tous ces événements-là? Puis c'est quoi la vision de chaque événement que vous faites? Puis c'est la continuation de votre business avec de ça? C'est beaucoup de questions en une question, ça. À la base, Frédéric te le disait tantôt, partager puis redonner, pour nous, ça fait du sens. C'est vraiment la base on est hyper privilégié d'être sur un grand domaine qui est super beau, d'accueillir les gens, on a du fun à le faire. On se met un événement par mois en moyenne durant l'année. Quand même. Pour que les gens puissent venir puis avoir de l'ambiance sur place. Sinon, il y a des journées qui sont plus tranquilles. Les dimanches, souvent, c'est là où tu viens, tu as le temps de déguster, c'est plus tranquille. Les gens viennent autant en famille, en amoureux, en chum, puis ils découvrent. Oktoberfest, notre dernier événement de l'année, c'est toujours un événement payant. Il y a des bandes de musique qui viennent, on fait venir les food trucks parce que nous, on ne sert pas de la nourriture sur place. Et là, c'est plus gros, il y a toujours des billets. Le restant de l'année, on s'efforce de le faire gratuitement. De plus en plus, on arrive à le faire. Ça, c'est vraiment très cool. On peut offrir. Tu parlais de la journée de blé d'Inde, on offre le blé d'Inde à tout le monde. On a un petit smoker qui est là sur place habituellement, fait que lui, il vend des trucs supplémentaires si les gens ont faim. Il en sort du blé d'Inde cette journée-là. C'est vraiment le fun. OK. Puis les événements en soi, les ventes, ça aide beaucoup à la vente, ça aide beaucoup à la découverte. Puis ça fait des années où vous avez du monde qui viennent chaque année à cet événement-là. On a pas mal de monde qui viennent de partout. On est aussi abonnés à Terrego. Je ne peux pas dire abonnés, mais les gens viennent en VR sur le terrain.
Alors, on a du monde qui reviennent à chaque année de Gatineau, de Québec, qui font le détour pour venir sur le terrain durant l'été, avec d'autres amis, viennent rencontrer. C'est beaucoup de bouche à oreille. C'est quoi la grosseur de votre terrain, vous autres, à peu près? 2 hectares, 3 Ben, hectares, 4 non, hectares? la totalité, Ouais. mettons, c'est 150 hectares notre terrain, en fait. 150 Ah. arpents. 150 Ouais. acres. Oui, c'est Mais 150 acres. la portion qui est déboisée, c'est un 50 arpents sur C'est lesquels ça. les Exact. gens sont. OK, Fait qu'on a OK. quand même de l'espace. Quand on a 100 véhicules qui débarquent, on n'a pas de misère à les stationner. OK, nice, OK. C'est petit, en même temps, c'est grand. Est-ce que vous amenez d'autres brasseries avec vous autres, que vous invitez, qui viennent faire goûter un peu les bières du coin et tout ça, ou seulement vos événements vous autres? C'est juste nos événements. Nous, on est agricole, alors on a des règlements particuliers Ah oui. aussi. Ouais. Ouais. Quand on est dans d'autres événements, exemple, on s'en va au village Saint-Jean-Baptiste, on s'associe avec d'autres brasseries qui sont à côté de chez nous. Les gens n'aiment pas nos bières, par exemple, on va les retourner ailleurs aussi. Là. On va leur Ouais. proposer d'autres brasseries qui sont dans le coin, qui font ce qu'on sait qu'eux autres aiment. Mais sur place, c'est que nous autres. C'est ça. La visite du brasseur que tu fais les samedis à 3h, tu nous parles un petit peu de la visite parce que je pense que c'est quelque chose que de plus en plus les brasseurs aiment ça, faire visiter du monde. Peux-tu nous parler, Frédéric, c'est quoi, Ouais. comment ça fonctionne, qu'est-ce que le monde s'attend quand ils vont chez vous? Ça, sérieusement, c'est vraiment le fun, puis on commence à le développer un petit peu plus. On fait 2 types de visites. Un premier thème, disons, c'est très large. Tu sais, on découvre qu'est-ce que la bière, les ingrédients, par exemple, ben, on fait avec de l'eau, du malt, du houblon. Je montre les équipements. Qu'est-ce qui fait que la bière est blonde? Qu'est-ce qui fait qu'elle est rousse, qu'elle est brune, ambrée, whatever. Et qu'est-ce qui développe les goûts dans le houblon? Tu sais, c'est vraiment les bases du brassage. Puis on finit ça avec une petite dégustation de 4 bières où on va aller explorer des bières qui sont classiques, mais on va revenir sur ce qu'on a discuté pendant la visite. Ce qui dure à peu près, là, grosso modo, 45 minutes à peu près. OK, OK? OK. On fait un deuxième type de visite qui s'appelle le brassage technique, où là, je vais beaucoup plus loin d'un point de vue, évidemment, théorique et technique. Donc là, on va commencer à parler surtout de biochimie dans la bière, par exemple. Comment on travaille l'amidon? Pourquoi on fait, par exemple, des bières à simple infusion, alors que d'autres qu'on fait des paliers? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aussi à la levure, comment elle travaille? Pourquoi qu'on va, par exemple, utiliser une levure de ale dans certains cas, une levure de lager, quelles en sont les conséquences. Je vais parler aussi du vieillissement dans le baril. Qu'est-ce que ça vient changer? Qu'est-ce qui est les sucres non fermentibles, etc. Alors là, on s'en va sur des choses qui sont beaucoup plus pointues et souvent, ce sont des gens qui ont des connaissances déjà dans la bière, qui sont amateurs de microbrasserie depuis un bout de temps, mais qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur compréhension. Et là, souvent, je vais m'ajuster aux gens qui sont en place avec le niveau de où ce qu'ils sont rendus, puis qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Je réponds à vraiment beaucoup de questions dans ce temps-là. Et encore une fois, on finit ça par une dégustation où là, on va travailler, par exemple, surtout le côté de la levure. Comme je disais, moi, c'est ce qui me passionne le plus. Bon, qu'est-ce qu'une ale, qu'est-ce qu'une lager? Après ça, on va aller sur nos bières barriquées, qu'est-ce que ça a donné, puis etc. Une bière jeune barriquée, une bière plus vieille, qu'est-ce que ça a donné? Bon, on commence à avoir quand même pas mal de trucs intéressants à présenter. Mais en gros, c'est ça, nos visites du brasseur. Encore une fois, ça va être 45 minutes, 1 heure. Soit que tu débutes, mais des fois, la technique, c'est plus long. C'est bien, j'ai le feeling que tu parles beaucoup. C'était en dégustation. Parce que là, dans la dégustation, là, on va plus loin. Puis moi je trippe pas mal fort. J'aime vraiment ça, faire ça. Alors, je m'adapte. Puis moi, tant aussi longtemps que les gens ont des questions, je reste avec eux autres. Là, puis on en discute. Puis le côté, est-ce qu'il y a plus de monde qui vont dans la première ou la deuxième plus technique? C'est quoi le pourcentage là-dedans? Ah, évidemment qu'il y a plus de monde qui vont dans la première, dans la découverte du brassage. Tu sais, nous, ici, on se dit comme étant une destination brassicole. Hein? Les gens, ils viennent ici pour voir le lieu, ils viennent voir ce que c'est. On a quand même un très large public. Majoritairement, c'est des gens qui vont même passer par hasard sur la rue ici, qui vont s'arrêter. Donc, ils n'ont pas toujours beaucoup de connaissances brassicoles.
Mais j'ai quand même quelques-uns là, qui viennent des fois, qui font des tours de brasserie, qui, eux, ils veulent en savoir un petit peu plus. Mais je te dirais que 3 personnes sur 4 à peu près, ça va être pour le brassage, les techniques de base. OK, OK. Moi, il y a le côté, tu sais, design, que vous avez vos bouteilles. On parlait au début de vos designs de bouteilles, de bière, parce que celui de Will C, c'est des sirops, c'est assez sobre, comme disons, comme affaire. Ouais. Les bières classiques, vous avez du beau travail. Il faut nous parler un petit peu des personnages de ça, d'où vient l'idée des personnages, qui l'a fait, tu sais. Moi, j'adore beaucoup le côté le branding que vous avez, tout est uniforme. J'aimerais beaucoup voir un poster de Saint-Placide. C'est vraiment un beau, vraiment le look est vraiment cool. J'aimerais savoir un petit peu d'où vient l'idée et comment on fait pour travailler chacun des designs de ça. Ben, à la base, l'idée, c'était d'avoir des personnages, mais ça prenait des vrais personnages. Donc, on a pris les caractéristiques des gens, puis on l'a collé avec les caractéristiques de la bière. Fait que flegmatique, c'est Frédéric. C'est notre fausse blonde. C'est pas du tout un homme flegmatique dans la vie. Il a de l'air bien calme, tout relax, en arrière, pas pantoute. Alors, nous, on joue avec ça. Si vous regardez sur l'étiquette, il y a un sablier en dessous de son pied. Il est accroché sur un sablier. Le temps, pour Fred et pour nous, ça veut vraiment dire quelque chose. Il y a un fourquet dans la main. Il veut Ah ouais. vraiment le garder. C'est lui qui aime ça, aller brasser sa bière, parce qu'on brasse encore à la main, nous autres. Alors, il y a plein de petits détails sur chaque étiquette comme ça qui représentent les gens puis qui représentent la bière. Notre épicurien, c'est notre double IPA ou notre IPA. Il y a du houblon partout. Ce gars-là adore le houblon. Il y a de la colle partout sur le dessin, mais tu ne le vois pas nécessairement, c'est des tubes de colle. Mais ce gars-là vend de la colle dans la vie. C'est un de nos amis d'enfance. OK. Alors, nous, on s'est beaucoup amusé à faire les étiquettes. Ouais. Ce qu'on voulait, c'est que ça soit hyper coloré, puis que ça. Quand tu rencontres les personnages, tu fais aïe, aïe, c'est lui. Fait que ça, c'est Ils viennent souvent en plus, les Paul-José, t'es qui? Paul-José, t'es qui, toi? Moi, je suis l'échevelée. L'échevelé, OK, OK. Et là, si tu me vois la chevelure, tu comprends très bien que je suis échevelée. OK, Sur mon OK. étiquette, j'ai l'air toute zen parce que tout le monde pense que je suis zen, mais Fred, il sait que je pédale en tabarouette par en dessous, puis que par en arrière, je cours beaucoup quand les gens arrivent. On fait comme si de rien n'était, puis tout allait bien. En fait, on essaye d'être rendu là. Fait qu'il y a toujours plein de petits côtés qui touchent les personnages, qui touchent la bière. Le côté design, qui a fait ça? Le design, le branding, tout ça? Ben là, évidemment, on s'est affilié avec un graphiste du coin, de Saint-Placide, donc qui nous connaissait. Fait que lui, on le feedait en photo, puis lui, ben, il nous sortait un personnage qui ressemblait à ça, un petit peu caricaturé. Puis tranquillement, ben, on a changé de graphiste, mais c'est encore un gars du coin qui a embarqué dans la même continuité, qui avait plus de temps pour les faire. Non, c'est vraiment beau. Tu sais, comme je dis, j'aime beaucoup le Saint-Placide, la bière. Ça, moi, je voyais ça en poster, man, c'est vraiment beau. Tu sais, le côté, le paysage, tout ça, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais, Ça. Mais c'est notre village, exactement ça. Puis Ouais. il y a des gens du village qui viennent acheter la bouteille en nous disant moi, je ne bois pas de bière, mais je la veux parce que ma maison est dessus. L'église, la maison, le carré de champ, on sait tous c'est la maison à qui. Il a vraiment fait, notre graphiste, les gens au village qui sont là, les maisons qui sont là depuis très longtemps, vu que c'est un vieux village. OK, Et c'est OK. très représentatif. Vous autres, bien sûr, comme je dis, vous avez le côté de la beauté, ce que vous avez choisi, la façon de travailler, tout ça. Vous avez la façon de bien vivre, comme je disais, prendre votre temps, tout ça. Vous, bien sûr, vous êtes dans le mouvement microbrasserie au Québec. Vous êtes de plus en plus, vous êtes farm, qu'on appelle ça farmstead, qu'on appelle. Est-ce que vous voyez comment le futur de la microbrasserie? Parce que vous n'êtes pas dans, vous êtes, oui, dans l'industrie, mais vous êtes vraiment dehors un peu de l'industrie, vous prenez votre temps, tout ça. Vous voyez comment c'est le futur de l'industrie et quelle sorte de conseils pour donner aux brasseurs qui veulent se lancer dans votre façon de penser, tout ça, tu sais? Mais number one, ma première question, qu'est-ce que vous voyez dans le futur de l'industrie brassicole? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je n'avais pas tout le temps tout le monde. Dans l'industrie brassicole en général que tu parles, pas seulement ici. Ben, écoute, on voit des tendances quand même, tu sais, puis pour vrai, on s'y attend pas tellement à l'industrie brassicole. Pour être honnête, là. Mais on voit des tendances, tu sais, que des gens qui vont se regrouper, qu'on voit qu'il y a moins de bouteilles dans les épiceries, qu'il y a moins d'épiciers spécialisés, qu'il y a eu des disparitions. On en a vécu, nous aussi, là, deux ou trois là, qui ont fermé leurs portes avec le temps. Alors, moi, ça fait juste me dire que, bon, notre modèle, il tient la route. C'est juste ça que ça me fait dire. Puis, tu sais, j'aurais pas vraiment de conseils à donner
à quelqu'un qui vient qui vient dans le marché, à part de dire fais attention si tu veux être distribué un peu partout parce que la tendance n'est pas là. Tu sais, ce qui fonctionne bien, c'est les brewpubs, c'est les gens qui sont près de leur communauté, qui sont capables d'accueillir des gens. Il faut essayer de faire différemment. Moi, j'ai toujours, dans tout ce que j'ai fait dans la vie, essayé de viser quelque chose de différent. Puis nous, ça a fonctionné pour nous, mais est-ce que ça va être encore comme ça dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça nous convient. Ouais. Puis c'est comme ça. Je pense que moi, ce que je souhaite le plus à l'industrie, c'est de se faire confiance. Que les gars qui décident de brasserie, ils aillent avec ce qu'ils filent pour vrai. Tu sais, je suis bon. Je suis prête à prendre le temps de le faire pour que ça soit de la qualité, ce que je brasse, non de la quantité. Parce que je pense qu'au bout de la ligne, la quantité ne passera pas le bout. Je comprends le côté financier, là, mais si tu es prête à couper un petit peu à certains endroits pour dire je vais faire de la qualité, je pense que c'est là où tu perdures parce que le client, c'est vraiment ce qu'il a besoin au bout de la ligne. Puis il y a moyen de faire des très bonnes choses au Québec. Mais déjà, avec vous autres, depuis 2019, vous faites plein de bonnes choses, là. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde sur vous autres, puis le monde me disait c'est vraiment une bonne brasserie qui est comme dans leur coin, eux autres, ils prennent leur temps, tout ça. Puis avec toute la discussion qu'on a eue, c'est vraiment ça, vous avez pris votre temps. Est-ce que, question comme ça, est-ce que vous avez fait déjà une bière avec du foin, avec du foin, on dit pas comme ça? Nous autres, on a fait une bière avec Saint-Pancras, avec un peu de foin à l'arrière de ça, puis non, jamais? Georges, that's it. Non. Peut-être qu'ultérieurement, ce qu'on regarde par contre, c'est que là, on a planté des fruits sur notre terrain. OK. On a fait des petits cours aussi, moi puis José, sur qu'est-ce qu'on pourrait cueillir dans notre forêt. Ouais. C'est quoi les plantes, disons, qui poussent à l'état sauvage sur notre terrain qui pourraient venir chercher un goût supplémentaire? On est dans cette phase d'exploration-là. On n'a pas encore suffisamment de plantations. Regarde, comme ce matin, par exemple, j'ai cueilli quelques cerises, là. Ben, tu sais, j'en ai pas beaucoup, mais ça va venir avec le temps on va en avoir assez, puis on va faire une petite bière. Tu sais, nous autres, là, on peut faire juste 100 litres, on va être content, là. On n'a pas besoin d'en faire 10 000 litres, là. Tu sais, puis ça va être une exclusivité qui va durer un week-end, 2 week-ends, puis c'est fini. Puis c'est correct pour nous. Ça, c'est vraiment correct pour nous. Alors, des bières au foin, je pense pas. On en a pilé toute l'avant-midi dans la grange du foin avant notre entrevue. Mais moi, Je suis pas sûr qu'on va faire une bière au foin. tu disais, Fred, tantôt qu'on aime la levure, puis ça, tu sais, je pense qu'on aime toutes les deux autant les propriétés de la levure. Moi, dans ma compréhension de la levure, il y en a partout chez nous. Tu sais, quand c'est le temps du pollen, tu en as à pelleter là, du pollen. Ouais. Alors, je suis convaincue que ça s'immisce ces goûts-là dans ce qu'on fait. Fait qu'on a beau essayer de faire des choses un peu aseptisées, là, tu sais, je mets une levure de Pilsner dans mes affaires, je vais être sûre que c'est rien que ça. Moi, je pense qu'il y a des trucs qui rentrent. Fait que ce qu'on fait ici, surtout quand on se met à barriquer nos bières, on va finir par goûter aussi. Il y a une portion de ça qui est vraiment intéressante à travailler. Essayer de garder des bières classiques, puis après ça, amener des saveurs du terroir d'ici. Puis là, sans prétention, là. En Belgique, c'est ce qu'ils font. Ils ont des levures de là-bas. Et moi, je pense qu'au Québec, il y a des brasseries, moi, je trouve, qui goûtent. Ça goûte leur brasserie. Pas parce que toutes leurs levures sont pareilles, mais leur environnement fait que ça l'amène des goûts particuliers. Je pense qu'ici, on va arriver à jouer avec ça. Un petit peu aussi. Oui, comme je dis, j'étais en Espagne, j'étais en Catalogne, je allé voir quelques brasseries plus biologiques. C'est vraiment le côté terroir qui était en arrière, c'était vraiment intéressant ça. Puis je pense que oui, terroir québécois développé, puis bien sûr, il faut le développer, seulement ça a du temps, mais vous, je pense que vous prenez le temps de faire vos bières, c'est vraiment intéressant. On commence à avoir une signature dans nos bières. Tu sais, tranquillement, tu sais, nous, on travaille avec l'eau d'érable, comme on disait dès le début, là. Mais tu sais, quand tu travailles une bière à l'eau d'érable, là, si tu l'as manqué, la prochaine fois que tu peux l'essayer, là, c'est l'année prochaine. OK. Tu sais, tu peux pas attendre, là. De l'eau d'érable, ça ne coule pas tout le temps. Alors, ça nous a pris du temps à développer vraiment certaines bières. Là, on sait où s'orienter un petit peu plus, mais ça commence à goûter la Wilsey. Souvent, il y en a qui me demandent « Ah, c'est quelle sorte ta bière? » Ben, c'est de la Wilsey. Je veux dire, j'ai pas essayé de copier une recette. J'ai fait une recette. J'ai fait quelque chose que je pense que les gens vont aimer. Puis, c'est notre signature. C'est comme ça qu'on l'a fait. Les bières
Les bières à l'eau d'érable, les gens les reconnaissent de plus en plus aussi. Ouais. Il y a une texture dans l'eau qui vient changer le truc. Il y a quelque chose. Puis on refermente avec du sirop d'érable aussi. C'est pas toujours du dextrose avec quoi on refermente, nous autres, là. OK. Il y a des petits points qui fait qu'on amène notre terroir dans nos bouteilles aussi Exact. directement. Ouais. Il y a une question, savoir si la bouteille, le coût de la bouteille a monté beaucoup, comment on fait pour garder les coûts assez, On ferme les yeux. Mmh? On ferme les yeux. Non, mais pour moi, puis je le prends vraiment sur mes épaules, c'est impensable qu'on s'en aille en canette. Non. Ce qui se fait en bouteille, parce qu'on refermente en bouteille, on ne pourrait pas le faire en canette. Le goût ne serait pas le même, c'est sûr. Je ne suis pas une fan de la canette. Puis je pense que ça l'ajoute à notre signature puis à notre Ouais. exclusivité de rester en bouteille. Il y a des gens qui aiment vraiment ça. Moi, j'adore ça. Je pense qu'on a beaucoup d'avantages à rester en bouteille, même si, on le sait, ça augmente quand même le coût. Le reste, on arrive à s'en sortir pas pire. Tu sais que probablement qu'on en vendrait plus si on était en canette parce que les gens, bon, ils vont faire du camping, ils vont dans des affaires, ils amènent des canettes. Mais on ne vise pas nécessairement d'en vendre plus. Nous, ce qu'on aime, c'est d'en faire de la meilleure tout le temps. Puis souvent, je vais dire, moi, quand je vais dans une autre brasserie, là, les bières que je vais acheter des autres brasseurs là, sont toujours en bouteille. Parce que je me dis, si le brasseur il a pris le temps de la mettre en bouteille, c'est parce qu'elle est vraiment bonne. Puis moi, ce que je veux boire, c'est de la bonne bière. Alors souvent, c'est ce qui va se passer quand je vais voir un épicier ou quoi que ce soit. Moi, j'achète les bières qui sont en bouteille. Parce que je sais que je vais retrouver quelque chose qui me rejoint. Ça, c'est notre façon de faire. Puis, tu sais, c'est pas toujours le truc le plus facile à garder dans la rentabilité, mais on essaie de garder des prix qui sont justes. Tu sais, Non, les prix sont quand les impressionnants. gens ils viennent ici, même à la Pinte ici, on essaie de garder ça à un prix qui est très raisonnable parce qu'on veut que les gens soient capables de venir prendre une bière de microbrasserie, qu'ils ne soient pas obligés de dire ah, c'est cher la microbrasserie ou quoi que ce soit. Nous, on veut pas ça. On veut rendre ça accessible, agréable. C'est notre façon à nous de partager, en fait. C'est un peu ce qui fait, tantôt tu disais, tu sais, qu'est-ce qui vous a empêché de partir à grande échelle puis de rêver d'en faire plus grand? Le plan d'affaires qu'on s'est donné, il est très, très petit, mais ça nous permet d'arriver. Si on se dit, OK, on va en faire plus, on va aller livrer, ça a l'air de rien, là, mais tous ces petits coûts-là qu'on va rajouter pour en faire plus, Mmh. on n'arrivera pas aussi bien, puis ça ne nous permettra pas de garder notre coût aussi bas non plus. Non, non, Fait que écoute, je suis quotidiennement en discussion avec du monde concernant les coûts, tout ça, comment la caisse monte, les bouteilles montent, les canettes montent, tout monte. Puis le fait que vous gardez ça proche de chez vous, je pense que c'est une très bonne idée, cette affaire-là. Puis de plus en plus, comme je disais au début du podcast, il y a beaucoup de monde qui veulent ça, qui s'en vont vers là. Ouais. Mmh. C'est nous qui livrons, hein, tu sais, les frais de livraison, nous autres, là, quand je vais faire je m'arrange pour aller faire l'épicerie en même temps que je vais livrer, et ça ne me coûte pas plus cher de gaz, tu vois. On est un peu têteux, mais on le fait nous-mêmes, on va rencontrer les gens pendant qu'on le fait, mais on blende ça aussi pour que ça soit plus facile dans tous les sens. Bien, excellent. Bien, écoute, José, Frédéric, bien content de enfin discuter avec vous autres. Ça faisait quelque chose. Ça fait longtemps que je voulais parler avec vous autres. Vous avez beaucoup de lecteurs qui nous envoient des courriels, qui nous demandaient de parler avec vous autres. Merci beaucoup pour votre temps. Ben, j'espère pouvoir vous visiter un de ces jours. Je vais vous envoyer un petit courriel que je passe passer Placide, bien sûr. Avant de partir, est-ce que quelque chose d'autre que vous voulez dire au monde? Votre adresse ou comment vous visitez? Si vous avez d'autres choses qui s'en viennent, si vos biens expérimentaires qui s'en viennent? Quelque chose d'autre avant qu'on finisse le podcast? Ben, on vient de finir une super belle levée de fonds au profit de la santé mentale. Donc, on a remis des fonds à la Fondation Douglas en fait semaine passée. C'était vraiment génial. On a une belle épluchette de blé d'Inde familiale qui s'en viennent. Puis pour les gens qui aiment les Oktoberfest, le mois d'octobre, c'est hyper représentatif chez nous, en fait, de ce que c'est Willsy. Alors, s'ils veulent aller voir sur le site Internet, donc www.willsy.ca, tout simplement, les gens peuvent avoir toutes les informations sur nos événements à venir. Puis c'est une belle façon de nous découvrir. C'est ça, puis tu sais, on n'est pas si loin que ça, hein? On est à 3/4 d'heure, 1 heure de Laval, Montréal. I know. Les gens, ils font des heures de route infinies pour aller visiter des coins comme la Côte-Nord, pour aller en Gaspésie, ils vont partout. Mais nous, on est collés sur Montréal, puis on est une super belle destination brassicole. Je pense que ça vaut la peine de venir nous voir, de venir savoir, de venir connaître aussi. Puis il n'y a rien de mieux que d'être sur place pour comprendre ce qu'on fait. Ben, C'est évident pour nous que
tant et si longtemps que tu n'es pas venu chez Wilsey, tu ne peux pas vraiment savoir ce que c'est que Wilsey. Ça, on fait du cheval, aller guster, faire la route, Oktoberfest et plus, plein d'affaires. Écoute, c'est ça, il faut aller vous visiter. Écoute, José, Frédéric, merci beaucoup pour votre temps. Bien, hâte de vous visiter un de ces jours. Bien sûr, on mettra toute l'information à la fin du podcast pour que le monde aille vous visiter. Puis merci beaucoup encore. Hein. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Si vous avez des questions concernant Wilsey, bien sûr, envoyez-moi un courriel à leonardo@baromac.com. Abonnez-vous à notre infolette d'affaires. Comme vous savez, ça grossit. On est bien content de ça. Puis bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. Ce podcast est commandité par Inomal. Inomal, c'est une materie québécoise à 100%. Ils sont en train d'agrandir un peu partout, mais ça reste très québécois encore. Si vous avez des questions pour les brasseurs ou les materies qui veulent vraiment travailler le terroir d'ici, contactez inomal.ca ou inomal.com for the anglophones and for the USA. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.